Je veux juste vous dire qu'on ne discute plus quand il s'agit de cette situation d'état d'urgence. Quand on a 2000 morts dans la rue, quel sens ça peut avoir la comptabilité sur où on va trouver l'argent? Car cet argent existe. La pénurie est un mécanisme d'accumulation pour les uns et de soustraction pour les autres. Bonsoir, merci de m'accueillir. Donc moi j'étais chargée du livret thématique sur le logement de la France Insoumise. Si vous savez qu'il y a le programme L'Avenir en commun qui est court, et donc pour chacun des thèmes qu'il y a dans le programme, il y a des livrets thématiques qui ont été faits avec la même démarche que le programme. C'est-à-dire que, en fait, nous, par exemple, comment on a fonctionné sur le livret thématique sur le logement, on a été voir toutes les personnes dont on pensait qu'elles avaient quelque chose à apporter sur le programme. Et puis on a reçu des contributions. À chaque fois on a répondu à tout le monde. Alors à la fin il y a un arbitrage. Et donc du coup on en a sorti de tout ça le programme sur le logement de la France Insoumise. Et donc maintenant pour vous parler donc, du sujet qui nous occupe ce soir, le logement, d'abord je vais commencer par un petit état des lieux, ensuite je vous parlerai des propositions de la France Insoumise. Et puis après je vous propose qu'on ait un échange, donc je ne vais pas parler pendant une heure. On fasse voilà, questions-réponses ou un échange. Donc sur le constat, il y a la Fondation Abbé Pierre qui tous les ans sort son rapport sur le mal logement. C'est un peu la Bible en matière de mal logement avec un tas de données intéressantes. On y était à la sortie du dernier rapport fin janvier avec Jean-Luc Mélenchon. Et donc là on a appris donc, que cette année donc, il y avait 4 millions de mal logés. Et quand on prenait le nombre de personnes dans le pays qui étaient touchées, fragilisées par le logement, ça allait jusqu'à 14 millions. Donc dans les 4 millions de mal logés, on a les personnes qui sont à la rue, il y a 150 000 personnes qui sont SDF, on a les personnes qui doivent tous les matins appeler le 115 pour avoir une chambre en hébergement d'urgence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une personne sur deux qui appelle le 115 pour avoir une place en hébergement d'urgence pour le soir, refaire son sac pour le lendemain matin. Une personne sur deux n'a pas de réponse, sachant qu'il y a tout un tas de gens qui n'appellent même pas le 115 parce qu'ils savent justement qu'ils ne vont pas avoir de réponse, ou s'ils ont la chance d'avoir une réponse, on va leur dire à 18h, tu traverses toute l'île de France pour avoir ta chambre. On a des ménages qui sont en suroccupation, donc habitent dans des chambres d'hôtel ou dans des logements trop petits dans une pièce en étant une famille. On a des logements dont le taux d'effort, c'est-à-dire la part du revenu qui est mis dans le loyer, est trop élevé. Dans le pays, 25% des ménages les plus pauvres mettent 3 fois plus de leurs revenus que les 25% des ménages les plus riches. Donc voilà. Et donc pourquoi on arrive à 14 millions? On arrive à 14 millions quand on prend toutes les personnes qui sont pas à la rue, qui ne sont pas dans des logements insalubres, mais qui, par exemple, ont dû se priver de chauffage parce qu'elles sont victimes de la précarité énergétique. C'est un ménage sur 5 l'hiver dernier qui a dû se priver de chauffage parce que les factures d'électricité et de chauffage sont trop élevées, ou qui ont dû accumuler des retards de loyer dans les 14 millions, là, toutes celles qui ont dû accumuler des retards de loyer parce que le loyer est trop cher. Il y a eu une augmentation de 50% des expulsions l'année dernière. C'est pas parce qu'il y a plus de mauvais payeurs, c'est parce que il y a de plus en plus de précarité, de pauvreté, et que les gens ne peuvent plus payer des loyers qui sont de plus en plus chers. Et donc les conditions d'accès au logement privé sont toujours de plus en plus inaccessibles. Le problème, il est dû à quoi? Pourquoi on en arrive à cette situation-là? C'est parce qu'on a pendant des décennies considéré que le logement, c'était un bien sur lequel on pouvait spéculer. C'était un bien comme un autre sur lequel on pouvait faire de l'argent. C'est dans l'intérêt de propriétaires. Alors quand on parle des propriétaires, souvent on a en tête l'image du propriétaire qui a un appart. Mais la grande majorité des propriétaires, c'est des propriétaires qui ont 20 appartements, qui ont des immeubles entiers. Et parmi eux, la plupart, c'est des groupes financiers, des groupes immobiliers. La logique de ces groupes-là, c'est de limiter l'offre, parce que quand il y a moins d'offres, et quand il y a plus de demandes, forcément on peut monter les prix. Donc c'est ce qui fait qu'on a entretenu la pénurie de logements. Dans pas mal d'immeubles, on a laissé, des groupes ont fait le choix de laisser des immeubles vides parce que ça entretenait la pénurie et parce que c'est un peu comme un champ que vous mettez en jachère, après ça rapporte
ça rapporte plus gros. Donc on a considéré pendant des décennies le logement comme un marché, un bien sur lequel on spécule, sauf que le logement c'est pas un bien comme un autre, parce que le droit au logement, avoir un toit sur la tête, avoir un logement, c'est ce qui vous donne accès à tous les autres droits, à tout un tas d'autres droits. Quand vous avez un toit sur la tête, quand vous avez un logement, ben ça donne accès à vos enfants au droit à l'éducation, parce que vous leur offrez un toit sur la tête qui leur permet le lendemain matin d'aller à l'école. Ça vous donne accès au droit au travail, parce que vous pouvez prendre une douche, et ce qui vous permet d'être présentable le lendemain pour aller travailler. Ça vous donne droit à la santé aussi, d'avoir un logement, quand je parle de logement, c'est un logement abordable et dans des conditions dignes, parce que vous n'êtes pas malade quand vous êtes logé dans de bonnes qualités. Donc c'est pour ça que le logement est un droit fondamental, et que dans le programme de la France Insoumise, donc, il y a à cœur, c'est un choix politique de faire en sorte de permettre à toutes et tous d'avoir un logement digne et abordable. Donc d'abord, pour parler de nos propositions, donc ça commence premièrement, ça a un fort poids symbolique, mettre le droit au logement dans la Constitution. Pour l'instant, il n'est pas dans la Constitution. Pour qu'il soit au même niveau, comme je disais tout à l'heure, que le droit de propriété, mais on pourrait dire que le droit de rien faire de sa propriété, parce qu'il y a encore autre chose. Donc voilà, ensuite, notre programme, en fait, il a deux axes. D'abord, répondre à l'urgence. Ensuite, à moyen terme, donner à toutes et tous les conditions d'un logement digne et abordable. Pour d'abord répondre à l'urgence, on propose de créer 38 000 places d'hébergement. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le nombre de places d'hébergement qui manque pour faire en sorte qu'il n'y ait pas 150 000 personnes à la rue. Sachant qu'évidemment, ce n'est pas la panacée les places d'hébergement, et que si on produit du logement, il y a tout un tas de personnes qui actuellement sont dans l'hébergement, mais qui en fait devraient avoir un logement. Et quand on désengorge les places d'hébergement pour mettre les gens dans du logement, ça libère de la place d'hébergement pour répondre vraiment à l'urgence. Mais évidemment que notre programme n'est pas de résoudre la crise du logement en offrant une chambre d'hébergement, mais bien un logement pérenne. Pour ce faire, alors dans les mesures toujours d'urgence, il y a la réquisition des bâtiments vides, des immeubles vides, à commencer par la réquisition des bâtiments qui appartiennent à l'État. Attention, quand on parle de réquisition, souvent on va vous dire « Ouh là là, la réquisition, c'est l'URSS ». La réquisition, c'est pas l'expropriation. La réquisition d'un immeuble, c'est forcer le propriétaire à toucher un loyer. C'est forcer le propriétaire à louer. C'est souvent quelque chose qu'on oublie. Donc voilà, quelques propositions en matière d'urgence. Ensuite, à moyen terme, donc comme je vous le disais, un des objectifs de la France Insoumise, c'est de permettre à toutes et tous de se loger dans des conditions dignes. Et d'abord, on va mobiliser le parc privé. Alors pour mobiliser le parc privé, vous avez dû entendre parler l'année dernière de l'encadrement des loyers, qui faisait partie de la loi Allure, la loi de la ministre du Logement, Cécile Duflot. C'est pareil, l'encadrement des loyers, quand on en parlait, nous, il y a quelques années, avec Jeudi Noir, on nous disait « mais vous êtes fous, et le marché, c'est quoi? C'est la dictature, l'encadrement des loyers ». C'est quelque chose qui est pratiqué dans plein de pays. L'Allemagne, qu'on érige souvent en modèle, le pratique depuis des années. Donc l'encadrement des loyers, à la base, c'était une bonne idée. Le problème, c'est que c'est comme pas mal de mesures de cette loi Allure, elle a été détricotée. Elle n'était pas du tout la même entre son objectif initial et la fin, parce que comme plein d'éléments du quinquennat Hollande, la pression des lobbies financiers et la pression des lobbies immobiliers était plus forte, plus efficace que la pression du peuple, la pression des associations de mal logés, des associations de locataires. Et donc au final, on se retrouve avec une loi qui va plus dans le sens des intérêts de l'immobilier que des intérêts des mal logés. Et donc au final, maintenant, on se retrouve avec un encadrement des loyers qui est appliqué uniquement à Paris, qui dit qu'en fait on prend tous les loyers médians de Paris, le loyer médian, et puis les loyers n'ont pas le droit de dépasser plus 20% au-dessus. Le problème, c'est que le niveau a atteint des seuils tellement importants que c'est pas les laisser à leur niveau qu'il faut, c'est les baisser. Et c'est pour ça que dans notre programme, on revendique que dans les zones, ce qu'on appelle les zones tendues, c'est-à-dire où il y a vraiment une forte demande de logement et une pénurie de logement et des conditions de logement inaccessibles, dans les zones tendues, nous ce qu'on propose, c'est de prendre le loyer médian 20% en dessous et que ce soit limité à 20% en dessous pour que l'encadrement soit un encadrement à la baisse. Et puis ensuite, dans l'ensemble des zones, le fixer au loyer médian.
Un autre problème d'encadrement des loyers, c'est qu'en fait c'est aux locataires, quand ils constatent là que tel que la loi est faite maintenant, que quand ils constatent que son logement dépasse ce que dit la loi, ben c'est à lui de faire la démarche. Mais vous imaginez le locataire qui a galéré pour avoir son logement, à lui de faire la démarche auprès du propriétaire, de dire attends, en fait il faut que tu me baisses mon loyer. C'est pour ça que nous, dans le programme de la France Insoumise, on propose de mettre en place un permis de louer dans lequel chaque propriétaire, quand il veut mettre en location son bien, eh bien, il doit déclarer le loyer au mètre carré. Et puis ce permis de louer permettra aussi de lutter contre les marchands de sommeil qui louent des logements dans des conditions complètement insalubres à des familles avec un grand renfort de subventions de la CAF, des loyers qui atteignent des fois des 2 000 € par mois pour loger une famille dans une même chambre. Enfin, voilà, ça permet de lutter contre ce phénomène-là, donc le permis de louer. Donc voilà, sur l'encadrement des loyers. Ensuite, toujours pour utiliser le parc privé, le parc de logement privé, il y a des dispositifs qui peuvent inciter les propriétaires à remettre sur le marché leurs biens, comme par exemple la taxe sur les logements vacants. Aujourd'hui, la taxe sur les logements vacants, le problème c'est qu'elle n'est pas incitative parce qu'elle est ridicule et les propriétaires préfèrent la payer. Pouvoir, tout le monde ne la paye pas, enfin, elle est souvent pas appliquée. Donc nous on propose d'augmenter le seuil de la taxe sur les logements vacants, de l'augmenter. Autre proposition qui est très importante, alors que souvent, donc des fois on parle de sécurité sociale du logement, l'autre nom c'est la garantie universelle des loyers. Ça consiste en quoi? Aujourd'hui, quand déjà, il y a un mythe qui dit je ne veux pas mettre en location mon bien parce que le locataire est trop protégé, et puis s'il ne paye pas mon loyer, je ne pourrai pas le virer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on prend toute la somme de tous les loyers qui sont versés en France, les impayés de loyer, c'est 2,5% de cette somme-là. Et parmi ceux-là, c'est une très faible proportion qui sont des impayés de mauvaise foi, généralement. Mais voilà, c'est 2,5%. Et la garantie universelle des loyers, c'est une assurance qui propose, sur la base que les propriétaires paieraient 2,5%, enfin elle serait payée par l'ensemble des propriétaires à hauteur de 2,5% de l'ensemble des loyers, et qui permet d'indemniser le propriétaire en cas d'impayé. Mais surtout, l'intérêt de cette mesure, c'est que ça supprime le principe de la caution parentale, qui rend complètement inégalitaire l'accès au logement. Parce que vous savez que maintenant, même quand on a 35 ans, on vous demande d'avoir la garantie de vos parents et les fiches de paye de vos parents. Tandis que là, le fait d'avoir une garantie universelle des loyers qui soit universelle, c'est-à-dire pour tous les logements, que ce soit le parc social, le parc privé, est obligatoire, supprime de fait la caution parentale et permet de faciliter, de sécuriser le locataire, tout en cassant les frayeurs qui peuvent exister du côté du propriétaire. Deux autres petites mesures comme ça sur l'action sur le parc privé, c'est la taxe sur les hautes transactions immobilières. Dès qu'un appartement est en vente, un propriétaire met en vente un bien immobilier qui est supérieur à 1 million d'euros, eh bien il y a une taxe qui est progressive. Et on a estimé dans notre programme que ça permettrait de récupérer 5 milliards d'euros, cette taxe. Et il y a aussi des principes comme la charte promoteur qui ont été mis en place par certaines villes. Moi je travaille pour la ville de Gennevilliers, c'est quelque chose qui a été mis en place par la ville. Enfin, il y a d'autres communes, il y avait Saint-Ouen, enfin, sous l'ancienne mandature, Bagneux. En quoi ça consiste? Le maire ne donne le permis de construire à des promoteurs immobiliers que si le constructeur s'engage à ce que les logements soient en bonne qualité thermique, énergétique, et à ce que quand il les vend, c'est limité au-dessus d'un certain... il ne peut pas les vendre super cher, ce qui après justifiera les loyers super chers aussi. Voilà, ça c'est pour le parc privé. Ensuite, on a une forte action sur le logement social, dont on préfère d'ailleurs le terme de logement public, parce qu'on considère que le logement public doit avoir une vocation généraliste et doit permettre de loger tout le monde, même si, pour répondre à la pénurie actuelle, il faut d'abord donner priorité à ceux qui en ont le plus besoin. Dans le programme de la France Insoumise, il y a la construction de 200 000 logements publics par an, ce qui fait 1 million à la fin de la mandature. Pourquoi 1 million? Parce que quand on regarde le retard accumulé depuis 20 ans par les gouvernements successifs, il
il manque 1 million de logements quand on compare l'évolution démographique et le nombre de logements publics qui ont été construits. Dans ces logements publics, attention, vous savez pas peut-être, il y a plusieurs catégories de logements sociaux. Il y a une certaine catégorie de logements sociaux, ce qu'on appelle logements sociaux, mais qui pour nous n'en sont pas, les PLS, qui sont inaccessibles quand vous gagnez moins de 3 000 € par mois. C'est des logements sociaux pour riches en fait, quoi. Et donc nous, on exclut ça du logement social, on garde juste les 2 autres premières catégories. C'est pareil pour la loi SRU, donc qui impose maintenant 25% de logements publics. On propose de passer à, donc dans les 25%, exclure les PLS, donc se concentrer, parce qu'évidemment c'est facile pour certaines communes de dire on construit du logement social, mais en fait ça va être du logement social qui n'est pas accessible aux plus pauvres. Donc garder juste les 2 catégories de logements sociaux, vraiment sociaux, et de passer à 30% dans les zones tendues où il y a vraiment du besoin. Et alors évidemment la loi SRU, elle n'est pas appliquée parce qu'actuellement il y a des maires qui peuvent faire payer des amendes plutôt que de la respecter. Alors nous on propose de renforcer les sanctions contre les maires et d'augmenter les moyens pour les préfets de récupérer le permis de construire, que ce soit obligatoire que quand la ville ne respecte pas la construction, eh ben c'est le préfet, ce qui passe aussi par évidemment donner plus de moyens à la préfecture pour que le préfet récupère le permis de construire pour imposer la construction aux villes délinquantes. Dans tout plan de construction par les promoteurs, on propose, dans notre programme, qu'il y ait une obligation de construire 30% dans chaque plan promoteur privé, de construire 30% de logements publics. Voilà, et ensuite, oui, par rapport à l'ANRU, justement. Alors sur l'ANRU, en fait, nous, il y a une première chose, c'est qu'on considère qu'il faut réorienter les missions de l'ANRU qui ont, comme tu le disais très bien, et je pense que du coup vous êtes complètement témoin de ça. En fait, il y a des milliards d'euros, donc c'était 12 milliards à l'ANRU 1 et 6 milliards en rue 2 qui ont été utilisés pour casser des immeubles. Nous, on souhaite que ce soit réorienté vers de la rénovation, et surtout, c'est des milliards et des milliards d'euros qui seraient plus utiles si ça servait à investir dans les services publics, dans les quartiers, dans l'éducation, dans les transports. Enfin, c'est de l'argent qui serait beaucoup plus utile là-dedans, et puis aussi à servir pour les programmes de rénovation thermique et éviter les passoires thermiques qui font monter les factures et donc permettre d'isoler concrètement, voilà, quoi, et ça permettra de faire baisser le loyer. Alors ce qu'il y a dans notre proposition par rapport à l'ANRU, c'est que ce soit qu'il y ait interdiction, quand on fait l'addition du loyer plus charge, quand il y a des relogements, que le logement proposé ne puisse pas être supérieur au loyer plus charge. Parce que souvent, par exemple, les bailleurs vont jouer sur le loyer va être identique, mais c'est les charges qui vont être beaucoup plus chères. Et donc à la fin, il reste moins d'argent dans les poches. Et alors évidemment, tu parlais je pense qu'il y a un point important pour l'ANRU, c'est l'implication, la participation des habitants dans leur cadre de vie, quoi. Et que tout plan de rénovation soit soumis à un référendum local, et en fonction du référendum, que ce soit contraignant et pas juste consultatif par rapport au plan de construction. Voilà, j'ai fait le tour, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas du tout claires, donc je place aux échanges. Ben, merci beaucoup, et puis lâchez rien là, pour la dernière ligne droite. On lâchera rien. Et puis au-delà, hein, bien sûr. Parce que c'est vrai que, oui, comme vous disiez, même si Jean-Luc est président de la République, il y a sans mobilisation C'est une note que je vous souhaite, mais par contre, il y aura mon vote au premier tour. On verra pour le deuxième tour.